Voici Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Tribulation d'un triporteur de Stéphane Vassilic. La saucisse dans un petit pain et je tendis le hot dog au gamin qui attendait, debout à côté de mon triporteur. Tout en prenant l'argent que me tendait le gosse, je jetai un petit coup d'œil distrait en direction du petit groupe de gens qui attendaient sur le trottoir à quelques mètres de moi que le feu passe au rouge. Ce que je vis alors me cloua littéralement sur place. Un homme grand, en veston bleu marine, venait d'enfoncer quelque chose de fin et brillant dans le dos de la personne qui se trouvait devant lui. La victime, un homme chauve et trapu, se cambra sous l'effet de la douleur, mais étrangement ne poussa aucun cri. L'homme au veston bleu retira l'objet, longue aiguille ou stylet, et le fit disparaître dans sa manche avec l'habileté d'un illusionniste. Il tourna la tête d'un air nonchalant et, l'espace d'un court instant, son regard croisa le mien. Un regard bleu très pâle, froid, cruel. Un regard qui laissa dans mon cœur une froideur mortelle. Avec une lenteur irréelle, le petit chauve s'effondra. Tranquillement, l'homme au veston bleu se dégagea de l'attroupement et disparut, tandis que derrière lui, sa victime n'était plus qu'une masse inerte, allongée par terre. Une femme se pencha sur la forme inanimée et cria « C'est une crise cardiaque, il faut appeler un médecin !» Je me retournai vers mon triporteur, ressentant un vague picotement dans le dos à l'endroit où j'avais vu le poignard entrer dans le corps de l'homme chauve. Mon Dieu, j'avais été le témoin d'un meurtre. La peur, une peur irraisonnée commençait à s'installer en moi. J'avais vu le meurtre et le meurtrier savait que je l'avais vu. L'attroupement avait grossi et un homme courait vers une cabine téléphonique, sans doute, pour appeler une ambulance. Je pensais qu'il fallait que j'aille dire à la police ce que j'avais vu. Et puis je changeais d'avis. Il suffirait d'une allusion à l'existence d'un témoin dans un article de journal ou dans un flash à la télé pour que l'homme au veston bleu marine sache que j'avais parlé. Mais, pour le moment, que faire? Prendre le large? C'était facile à dire. Ça faisait 1 an que j'étais au chômage. Et en plus, je m'étais endetté pour fabriquer ce triporteur. Et puis, il y avait Paula, ma femme. Et j'en avais assez de l'entendre se plaindre sans arrêt. Pour la première fois ce mois-ci, j'allais gagner de quoi payer mes traites. Ça suffirait peut-être pour qu'elle cesse de me harceler. Et d'ailleurs, partir, c'est bien joli, mais où aller? Où me cacher? Un marchand de hot-dog peut pas se cacher. Si je me taisais, le meurtrier se rendrait peut-être compte qu'il n'avait rien à craindre de ma part et il me laisserait tranquille. Je rangeais mon matériel dans le triporteur avant de rentrer à la maison. Ce triporteur était le fruit de mon travail, entièrement conçu et fabriqué par moi. Léger, compact, facile à manœuvrer et sans 1 centimètre de place perdue. Une caisse en acier inoxydable, propre et brillante, tractée par la moitié avant d'une bicyclette. C'était simple. Encore fallait-il y penser. Un gros camion passa en branque-ballon et toutes les pièces du triporteur se mirent à trembler. Moi aussi, je tremblais, mais pas pour les mêmes raisons. J'étais debout à la fenêtre quand Paula descendit de voiture, referma sa portière en se penchant pour sourire à Grix, un de ses collègues de bureau qui venait la prendre tous les matins et qui la ramenait le soir. Je n'aimais pas ce Grix. Je l'avais d'ailleurs dit à Paula, mais elle avait répliqué que c'était plus agréable d'être raccompagné en voiture que de prendre le métro.
Je la vis traverser la pelouse d'un pas vif. Blonde et svelte, elle était l'image vivante de ces femmes que l'on voit sur les couvertures de magazines. Paula, j'ai vu assassiner un homme. Ça s'est passé en plein jour, au milieu d'une douzaine de personnes au moins, mais malgré ça, j'ai été le seul à le voir. Paula me demanda ce qu'en pensait la police. Je lui avouai que je n'avais rien dit à la police. À la télé, le soir, le présentateur du journal télévisé en était aux faits divers. Un avocat, un certain Ritter, avait trouvé la mort à un coin de rue, victime, selon toute apparence, d'une crise cardiaque. Ce Ritter, d'après la police, s'était fait une réputation dans la défense des membres du milieu et de la mafia. J'éteignis le poste de télévision. Paula me fit remarquer que on n'avait pas dit que ce Ritter avait été assassiné. Je lui répondis que les journalistes ne savent que ce que la police leur dit, et la police ne connaît probablement pas encore les causes de la mort de ce Ritter. Il avait été frappé dans le dos avec une aiguille ou un stylet dont la pointe était sans aucun doute empoisonnée. Paula insista. « Mais si tu en es certain, Harry, pourquoi n'es-tu pas allé trouver la police ?» Écoute-moi, Paula. Ou je parle chinois ou tu m'écoutes pas. Je t'ai dit que j'étais le seul à avoir vu le geste du meurtrier. À ton avis, quel est maintenant le prochain nom sur sa liste? Eh bien, raison de plus pour aller trouver la police, Harry. Ils te protégeront. Ils protégeront comment, Paula? Je vends des hot dogs dans la rue. Je suis dehors toute la journée. N'importe qui peut s'approcher de moi et me descendre ou même me tirer dessus par la vitre baissée d'une voiture. Même si la police me protégeait, combien de temps ça durerait, hein? Paula insistait toujours. Allons, mon chéri, ton tueur ne sait pas qui tu es. Il n'a aucun moyen de te retrouver si tu ne retournes pas à ce coin de rue. Tu n'as qu'à abandonner ton triporteur et chercher un véritable emploi. Ce sera enfin plus constructif. Tu ne comprendras sans doute pas, Paula, mais ce triporteur est très important pour moi. Et j'ai pas envie d'y renoncer, même si, pour cela, je cours le risque d'être tué dans la rue. Tu as raison, Harry. Je ne comprends vraiment pas. Cependant, si tu veux continuer à vendre tes maudits hot dogs dans les rues, il vaut mieux que tu ailles à la police. Ils garderont un œil sur toi en espérant que l'homme cherche à te tuer. C'est probablement la seule façon pour eux de l'arrêter. Mais laisse la police te protéger, Harry. Bien, je vais m'habiller. Ensuite, nous irons à la police. Était-ce une bonne décision que d'aller tout raconter à la police? Ça, c'est ce que vous saurez dans quelques instants. Pendant le trajet de retour, Paula garda un œil sur le rétroviseur parce qu'elle pensait que les flics nous suivaient pour me protéger. Les flics, au début, ne m'avaient pas cru. Jusqu'à ce que je leur ai dit de téléphoner à la morgue et de faire vérifier s'il n'y avait pas une petite plaie dans le dos de ce Ritter. Vérification faite, tout avait été différent. Pendant 3 heures, j'avais répondu à des questions, compulsé des fichiers et participé à l'élaboration d'un portrait robot de l'homme au veston bleu marine. Quand j'avais annoncé mon intention de retourner le lendemain à mon emplacement, les flics n'avaient rien fait pour me décourager. Bien au contraire. Vous ne verrez aucun uniforme autour de vous, monsieur, mais nous serons là, avait affirmé un des inspecteurs. Si ce type se montre, nous lui mettrons immédiatement la main au collet. Oui, pour ça je leur faisais confiance. Paula s'arrêta devant le portail de notre maison, éteignit les phares et descendit. Va te coucher, Paula chérie, j'ai un petit réglage à effectuer sur le triporteur. Je te rejoins dans 5 minutes. Mais comme d'habitude, Paula le prit très mal. Oh, Harry, toi et ton maudit triporteur. Si tu ne l'avais pas construit, nous n'aurions pas ce problème aujourd'hui. Bonsoir. Le lendemain matin, à 10h30, comme d'habitude, j'étais sur mon emplacement. Et je commençais à installer mon matériel et à faire chauffer mes saucisses de Francfort. Pas l'ombre d'un policier aux alentours. Certes,
Il y avait un clochard assis sur un banc à une dizaine de mètres de moi, mais vraiment trop sale pour que ce fût un inspecteur en civil, même déguisé. Même ignorant où étaient les flics, je ne doutais pas de leur présence, ni qu'ils fussent capables d'arrêter le meurtrier de Ritter s'il venait à se montrer. Ils l'arrêteraient, ça c'est sûr, mais pour moi, il serait sans doute trop tard. Je serais mort bien avant que quiconque se soit rendu compte de ce qui se passait. Un homme en costume sombre au ralenti, en passant devant moi, s'arrêta et fit demi-tour. Je sentis tous mes muscles se contracter. Une bonne 60aine d'années, petit, les tempes argentées, chemise blanche et cravate, ça n'était pas du tout le genre d'homme à manger un hot-dog sur un trottoir en guise de déjeuner. L'homme venait de tirer de sous sa veste un revolver muni d'un silencieux. Au moment même où le revolver se levait sur moi, je plongeais désespérément et réussis à appuyer sur l'une des manettes latérales du triporteur. Un puissant jet de vapeur jaillit d'un petit tube au-dessus de l'autocuiseur et son sifflement couvrit le bruit d'une vitrine qui avait volé en éclats de l'autre côté de la rue. Atteint en plein visage, l'homme au costume sombre hurla de douleur, tandis que, avec l'énergie du désespoir, je soulevais le triporteur et le renversais sur mon agresseur, le couvrant de saucisses brûlantes, de ketchup, de moutarde et de petits pains. C'est à ce moment-là que je le reconnus. Ses cheveux étaient courts. La veille, sans doute, il devait porter une perruque. Et il était habillé d'une manière toute différente, mais j'aurais reconnu entre mille son regard bleu, glacial et inhumain. Brusquement, deux hommes surgirent à mes côtés. « Vous n'êtes pas blessé, monsieur Simpson ?» Avant de répondre, j'ai pris le temps de respirer longuement et profondément. Je m'étais douté que mon agresseur agirait trop vite pour que les policiers puissent me venir en aide. Aussi, j'étais resté debout pendant la moitié de la nuit pour installer ce jet de vapeur sur mon triporteur. Enfin, j'étais vivant. C'était bien le principal. L'une des roues arrière de mon triporteur était voilée, mais je réussis tout de même à rentrer chez moi par mes propres moyens. Après le départ en ambulance du tueur à gages et des deux inspecteurs, je n'avais plus rien d'autre à faire que de rentrer. Pendant le trajet, je m'étais demandé si je devais appeler Paula, mais finalement, j'avais décidé que ça n'était pas nécessaire. Non, parce que, avant de partir ce matin, je lui avais dit que s'il arrivait quelque chose, je lui téléphonerais, à moins que ce ne soit la police. Donc, pas de nouvelles signifiait pour elle bonne nouvelle. Je rentrais le triporteur à l'arrière du garage, à côté de mon établi. À l'exception de la roue voilée, que je devais remplacer, il ne me fallut pas longtemps pour le remettre en état de marche. J'allumai le brûleur pour vérifier les circuits. La vapeur monta de façon satisfaisante, sans fuite apparente, pas même dans la cuve sous pression que j'avais installée la nuit précédente pour créer le jet de vapeur qui m'avait servi à neutraliser mon agresseur et qui m'avait, en fait, sauvé la vie. Cette cuve m'avait donné du souci pendant toute la matinée. Oui, je l'avais fabriquée de briques et de broc avec les pièces que j'avais sous la main et j'avais pas pu l'équiper d'une valve de circuit automatique. À vrai dire, j'aimais pas ce genre de bricolage. Avec de la vapeur surchauffée, une explosion était toujours possible et je préférais ne pas penser aux conséquences que cela aurait eu sur les passants, comme sur moi-même. La porte latérale du garage grinça et Grix, le collègue de ma femme, entra. Je le regardais avec étonnement et, je l'avoue, un petit peu d'antipathie. « Grix, t'es en avance. Paula est avec toi ?» « Non, Harry. Quelqu'un d'autre la ramènera tout à l'heure. »« Ah bon? Ah bon. À quoi dois-je l'honneur de ta visite, Grix ?»« Paula m'a parlé de ton problème, Harry. J'étais certain que tu seras encore là ce soir. Les types comme toi réussissent toujours à s'en tirer. Il faut que tu saches, Harry, que Paula et moi, on est devenus, très amis depuis quelque temps. Si tu vois ce que je veux dire. » Oui. Tu veux dire que t'as une liaison avec ma femme, Grix? Pas une simple liaison, Harry. Quelque chose de beaucoup plus profond qu'un imbécile comme toi ne pourrait pas comprendre. Tu vois? Oui. Ce que je crois comprendre, Grix, c'est qu'elle veut me contraindre au divorce pour épouser une lavette comme toi. C'est ça? Tes insultes ne me touchent pas, Harry.
J'ai déjà beaucoup mieux réussi que toi dans la vie. Et avec Paula à mes côtés, je suis sûr que j'irai encore plus loin. Mon cher Griggs, je vous souhaite, à Paula et à toi, de nombreuses années de bonheur, rythmées par des déclarations de revenus régulières, comme par le versement ponctuel de vos cotisations à toutes les caisses de retraite possibles et inimaginables. Cela dit, je ne m'opposerai pas à l'union de deux personnes aussi visiblement faites l'une pour l'autre que Paula et toi. Elle peut divorcer si ça lui chante. Mais t'as pas compris, Harry. Il ne s'agit pas de divorcer. Un divorce est une affaire si compliquée. Les honoraires des avocats sont ruineux et le partage des biens est quelque chose de fort démoralisant. Tout en parlant, Griggs avait tiré de sa poche un petit revolver automatique et l'avait braqué sur moi. C'est pour ça que je vais te tuer, Harry. Quand on trouvera ton cadavre, la police pensera simplement que le meurtrier de Ritter a retrouvé ta trace. Votre plan ne marchera pas, mon petit Riggs, parce que le meurtrier de Ritter a été arrêté aujourd'hui. Bien joué, Harry. Mais si on l'avait réellement arrêté, t'aurais téléphoné à Paula et on en aurait entendu parler à la radio. Peu à peu, je me rendais compte que Griggs voulait vraiment me tuer. Alors, une idée folle me traversa l'esprit. Le jet de vapeur. Il faut qu'il s'approche du jet de vapeur. Écoute, Griggs. Désolé, Harry, mais les meilleures choses ont une fin. Et pour toi, c'est terminé. Une flamme jaillit du canon de l'automatique et je me sentis soulevé de terre avant de retomber lourdement sur le sol en béton, tandis que le coup de feu résonnait à l'infini contre les murs du garage. Je restais immobile, les yeux fermés et le visage plaqué contre le sol. Les pas de Griggs se rapprochèrent. Je faisais le mort, stoppant ma respiration. Griggs me poussa négligemment du bout du pied, puis ses pas s'éloignèrent, et l'instant d'après, la porte claqua. La cuve sous pression du triporteur sifflait doucement. À cet instant, un bruit de course résonna, et je me dis qu'un voisin, ayant entendu le coup de feu, venait voir ce qui se passait. Paula entra en coup de vent. En me voyant, elle s'arrêta net. Ses yeux étincelèrent de fureur et un juron lui échappa. C'était la première fois que je la voyais ne pas savoir se maîtriser. Je sentis s'évanouir le peu de force qui me restait encore. Ton espèce de lavette de Griggs aurait bien besoin d'apprendre à tirer, ma petite Paula. S'il avait écouté la radio dans sa voiture, il aurait fait demi-tour, cet imbécile. Mais il aurait pu au moins ne pas rater son coup. Apparemment, j'ai échangé un idiot contre un autre idiot. Je n'ai plus le choix, Harry. Je ne peux pas te laisser vivre et raconter ce qui s'est passé. Il faut que tu meures, mon pauvre Harry. Ah non. Non, voyez-vous, là, j'avais pas du tout l'intention de mourir. Ça n'allait pas me laisser assassiner par des amateurs alors que je venais d'échapper à un vrai professionnel. Je saisis la roue avant du triporteur et j'essayais désespérément de me relever. Paula avança vers moi. Inutile, Harry. Je ne te laisserai pas sortir de ce garage. Tu vas mourir ici et quand tu seras mort, je téléphonerai moi-même à la police. Elle avança encore vers moi. À moins d'un mètre d'elle, la pression n'avait cessé de monter dans le réservoir de vapeur dont j'avais équipé le triporteur la nuit précédente. Et brusquement, cette pression eut raison de la mince enveloppe métallique qui retenait la vapeur prisonnière. Dans un bruit infernal, elle s'éventra, laissant échapper un nuage de vapeur brûlante qui, en un instant, enveloppa Paula. Paula qui tomba sur le sol en hurlant de douleur. Jamais plus Paula n'aurait à se préoccuper de savoir si sa façon de parler, sa façon de marcher ou les vêtements qu'elle portait correspondaient à l'image de l'idée qu'elle se faisait d'elle-même. Pauvre Paula. Je ressentais presque de la pitié pour elle. Les voisins alentour devaient avoir entendu les cris de Paula. Tout en me demandant lequel d'entre eux arriverait le premier, je regardais mon triporteur avec ce mélange de fierté et d'affection qu'éprouve un père devant un enfant prodige, un enfant qui venait de me sauver la vie pour la 3e fois, un enfant qui allait me faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent.
Dieu que c'était bon d'avoir à nouveau terriblement envie de vivre. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Tribulation d'un triporteur de Stéphane Vadelic.